Ave Maia, Startupus Exodus Mekitrenus. Aujourd'hui, on parle du sujet final de la startup, le moment où elle est achetée. On est au Web Today 2018, l'après-midi continue bien et on est avec des gens vachement sympas. Aujourd'hui, en plein milieu du salon Web Today 2018, on est au jour 2, ça commence à tirer. On est avec deux start-upers qui ont vendu leur boîte. Par ordre de vieillissement de vente de boîte, on commence tout de suite. Vieillissement de vente de boîte. Simon Robic, bonjour. Salut. Tu es un des piliers du web nantais. On s'est connus il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Tu portais un énorme t-shirt I'm huge on Twitter. Ouais. C'était l'époque où on faisait des twunch. Un twunch, ça veut dire qu'on prenait tous les gens qui étaient sur Twitter dans une ville. Bon, là, on était 15. Et on pouvait tous déjeuner ensemble à l'époque, ouais. Voilà. Ouais. Après, on a rationalisé. Il y avait l'association des blogueurs de l'Ouest. Parce qu'on mélange pas les blogueurs et les micro-blogueurs. Ouais, c'était il y a longtemps tout ça, ouais. Et quelques années plus tard, tu as créé une boîte qui s'appelait Bringer. Ouais. Et qui a été vendue à iAdvice il y a... 3 ans et demi, début 2015. Et c'était un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux, pas mal tourné analyse des performances en fait pour nos clients. Et iAdvice faisait de la gestion de conversation, tournée analyse de la performance, mais sur le site web. Et on s'est dit qu'on avait des choses à faire ensemble, quoi. En gros. D'accord. On va raconter toute l'histoire dans quelques instants. Jasmine Antoinis, bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois pour toi à Nantes ? Web Today, ouais. C'est ma première édition. Ouais. Bienvenue. Merci bien. Tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Recast.ai C'est ça. et dont on a annoncé il y a 2-3 mois Ouais, il y a 3 mois là, ouais. qu'elle était rachetée par SAP. C'est ça, exactement. Un vrai rachat européen. Ah, un vrai rachat européen. Ça m'intéresse un peu. Tu viens d'où, Jasmine ? Qu'est-ce qui... Moi, je sais que t'es pas du tout venue des startups à la base. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé mes études, j'étais aux Beaux-Arts, j'ai fait une licence en art, après j'ai fait... À Paris ? Non, Aix-en-Provence, sud de la France. Et puis après je suis arrivée à Paris pour une école de dev, quoi. J'ai fait 42, l'école que Xavier Niel a fondée. Ouais. Et après on a fondé Recast. Je connais bien. Voilà. Donc t'as fait 42 quand ? Première promo, donc c'était il y a 4 ans là, 5 ans presque, 4 ans. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller à 42 ? Je pense que ce qui m'a poussé, c'était genre la pédagogie qu'ils mettaient en avant qui avait rien à voir avec ce que je connaissais jusqu'à présent. En fait, je me dis maintenant, tu vois, ça aurait pu être une école de pâtisserie. Je pense que j'y serais allée juste parce que la pédagogie était ouf et que humainement c'était trop génial. Donc toi t'as adoré tes années 42. Ouais, c'était ouf. Et toi parce qu'il y a beaucoup de 42 qui finissent jamais 42. Est-ce Ouais, que toi t'as fini 42 ? j'ai pas fini 42. Ouais, 42 c'est vraiment le truc, tu passes, tu fais ton truc et puis tu finis par aller taffer parce que le monde bouge trop vite pour rester à l'école. C'est vrai, non, je crois que j'ai jamais croisé personne qui avait fini 42, mais je dis pas ça de façon négative, hein, je pense que ça fait partie du modèle du truc, tu vois. Ouais. Il faut pas... Et donc tu sors de 42, tu crées Recast ou t'as fait d'autres choses avant ? Non, je sors de 42, bah en fait je sors pas de 42, je suis à 42 et on crée Recast et du coup j'arrête 42. Et du coup tu trouves tes associés à 42, c'est que des associés 42 On était 4 au départ, donc on est 3 à être de la même promo de 42. Et le 4e, notre CEO qui lui vient de l'extérieur parce qu'il avait déjà fondé une boîte avant et qu'on rencontre à 42 par contre, mais qui n'était pas à 42. Du coup Recast ça fait quoi ? Notre cœur de métier, c'est de développer une techno de compréhension du langage. Donc si tu veux, on analyse du texte écrit par des êtres humains pour comprendre et automatiser des conversations, typiquement. Donc c'est de la NLP à la base. C'est de la NLP, voilà. Pour le jargon et ceux qui connaissent, c'est exactement ça. Du coup, on a une plateforme... Natural Language Processing. Exactement. Et du coup, on a une plateforme pour que des devs puissent faire des chatbots avec cette techno. Des chatbots qui vont venir se connecter à plein d'applis de messagerie. Donc c'est une plateforme ouverte, vous fournissez en clair la NLP et de la facilité pour créer du chatbot et n'importe qui peut créer au-dessus. C'est ça. Donc vous fournissez jamais les chatbots en direct, vous laissez les gens créer le leur ou devenir une agence qui crée des chatbots au-dessus de votre système. Exactement, c'est exactement ça. Et quand vous créez Recast, c'est quelle année, c'est quand ? Septembre 2015, il y a 2 ans et demi. Recast en septembre 2015. Ouais. Le produit arrive à peu près quand Je pense que la première version de la plateforme, ça devait être 5-6 mois après. Tout début 2016. D'accord, donc début 2016, vous fournissez une plateforme que les gens utilisent. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez une traction ? Il y a combien de bots en qui ont fait, été créés sur Recast ? au tout début, ça va assez vite finalement. Aujourd'hui, si tu veux, pour te donner une idée, donc on commence septembre 2016, les gens commencent à janvier 2016, les gens commencent à s'inscrire, tout ça. Aujourd'hui, on a plus de 30 000 devs sur la plateforme. Donc ça allait vachement vite en vrai.
Et il y a eu un gros boom parce que tu sais, il y a eu cette hype chatbot dans l'année 2016. Messenger ouvre son API, c'est la folie, tout le monde en veut, on sait pas pourquoi, mais tout le monde en veut. Du coup, on a vachement profité de cette vague. La même chose que les applis mobiles, quoi. Genre, il nous faut une appli mobile. Voilà. Ouais, ok, vous voulez quoi dedans? Non, mais on veut une appli mobile. Oui, mais du coup, on fait quoi? Il y a de la géolocalisation, non. Solomo. Ah, d'accord. Bon, bah cool. Bah écoutez, on va vous faire un truc, hein, je sais pas. Ouais, on a un peu profité de cette vague. Non, mais pour faut se savoir lancer, être quoi. opportuniste. Un bon entrepreneur, il est quand même opportuniste, non? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Et c'est qu'après, si tu veux, que des grosses entreprises ont commencé à vraiment voir le bénéfice d'avoir un chatbot qui va, par exemple, aujourd'hui, on travaille surtout là-dessus. Genre, on travaille avec des gros groupes qui ont besoin d'automatiser leur support client. C'est le truc qui marche, c'est parfait pour ce genre de choses-là. Et ça, c'est venu pas tout de suite, quoi. Support client, Mais c'est quelque chose qui doit se faire sonner une oreille chez toi. Ouais. Cette histoire de support client avec du boss monétisé, toi déjà t'avais croisé Recast? Parce que ça, dans le métier Bringer et Advice. Ah bah on connaît très bien Recast. Ouais, on a des aujourd'hui, projets ensemble. Je crois qu'on s'était jamais rencontrés, Non, tu on vois, s'est jamais rencontrés. mais iAdvice et Recast travaillent régulièrement ensemble. Il y a des connexions entre les deux plateformes. L'interview en toge, on fait se rencontrer des gens qui bossent ensemble, qui se sont on jamais rencontre vus. nos partenaires en fait. Ici. Et après, du coup, les gens se disent putain, ils sont sympas nos partenaires, mais ils s'habillent chelou par contre. Ouais, c'est vrai. Non, mais on a des offres qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que la plupart du temps, voilà, nos clients remplacent pas forcément tout leur support client par du chatbot, mais font jouer les deux ensemble, quoi, plutôt. Ouais. Quand t'as créé, donc on va repartir un peu dans le passé. J'essaie de t'emmener les deux histoires de la boîte en même temps. Toi, tu crées Bringer. À ce moment-là, t'absorbes en fait tout ce qui traîne sur les réseaux sociaux et t'essayes de donner une capacité à réagir aux gens. En fait, l'origine du truc, c'est un side project en étant étudiant. Donc tu vois, un peu pareil, où en fait avec François-Guillaume Ribro, qui était un camarade de promo, en fait on était tous les deux intéressés par le sujet des réseaux sociaux et notamment par le côté plateforme, c'est-à-dire toutes les API qu'ils ouvraient et on expérimentait, on avait envie de jouer avec ça. Et il y a une de nos expérimentations qui est devenue effectivement un outil d'écoute des réseaux sociaux, mais à l'inverse de ce qu'on trouvait déjà sur le marché à l'époque, on avait tout de suite le côté on va te faire ressortir ce qui est vraiment intéressant, ce qui doit être un peu saillant pour toi dans ton business, quoi. Au milieu de la masse des millions ou milliards de messages. Parce qu'en fait, à ce moment-là, les réseaux sociaux commencent à grossir et on se retrouve avec beaucoup de messages. Là où avant tu pouvais tout lire et traiter à la main, on se retrouve avec une tétrachée de quantité de messages. Exactement. Et essayer de récupérer ce qui t'intéresse dans le tas, quoi. Et surtout quand tu es une marque, du coup, il se passe tout ça. On parle de moi, on parle de mes concurrents, on parle de mon écosystème, de mes produits. Et qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce que j'en fais? Comment moi je prends la parole là-dedans, quoi. Donc en fait, l'offre elle est très vraiment là-dessus. C'est le produit te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, quand, où, à qui tu dois parler. Te permettait aussi du coup de prendre la parole, tu vois, de devenir actif, de poster, de répondre, etc. Et de mesurer l'impact de ta prise de parole. Est-ce que tu as eu un impact social, genre j'ai eu du like, du retweet et tout, mais surtout, est-ce que ça a généré du trafic sur mon site? Est-ce que ça a généré des ventes? On allait rattacher ce truc qui était quand même obscur et qui l'est encore parfois, un peu flou, qu'est-ce que c'est, au business de la boîte et aux vrais objectifs qui se fixaient, quoi. Bam, un commentaire sur le Foursquare, on peut réagir immédiatement, quoi. Ouais, ça faisait pas partie des réseaux qu'on supportait, mais ouais, tu vois, les Twitter, Facebook, Instagram. Et donc du coup, tu commences à constituer là-dessus, vous commencez à avoir une traction client, vous avez des clients à ce moment-là, ouais. Vous construisez, c'est quoi les dates là à peu près? Vous créez Bringer quand? On crée la boîte début 2013, mais en vrai, nous on y est à 100% depuis l'été 2012. Et donc là, en fait, on a une stratégie pour se faire connaître dans un milieu où il y avait quand même déjà pas mal de monde de production de contenu. Et donc on va filer l'outil un peu à des médias, à certaines marques dans l'e-commerce, des trucs comme ça, en disant bah voilà, testez-le, on fait du contenu, on produit des études, on fait de l'étude de cas, genre de trucs. C'est quoi les premiers utilisateurs? C'est début 2013? C'est fin 2012, début 2013 on lance officiellement la commercialisation du truc et on fait toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire qu'on se dit on va faire du pur SaaS en self-service, les mecs vont mettre leur carte bleue, rien que pour tester ça va être génial. Non, surtout pas dans un marché comme le nôtre. On met vachement de temps à comprendre ça et à juste aller savoir pourquoi est-ce que les gens paieraient ou pas. Enfin tu vois, en fait on a
tout ce qui aujourd'hui est bien mieux documenté, sur lequel tu as vachement plus de littérature sur comment lancer d'abord un tout petit produit, le tester tout de suite, générer des revenus qui te financent la suite du produit. On n'a rien fait de tout ça, nous en fait à l'époque, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire, jusque en gros, on va dire avril-mai 2013, où là on se dit en fait on n'a pas du tout les résultats qu'on voulait. Pourquoi ? On s'est vachement questionné, on a davantage discuté avec les gens avec qui on voulait bosser. Et on a adapté un peu le produit et là après, à partir en gros de la rentrée 2013, septembre 2013, là on a commencé à avoir une rétraction. Donc à peu près 1 an après qu'on s'y soit mis vraiment à 100% quoi. Voilà. Et du coup les vraies tractions, vous commencez à signer des clients parce que tu as des marques prestigieuses, le premier client où tu t'es dit tu l'as signé, c'était magique. Alors, quoi. J'ai 2 réponses à ça. Il y a le premier vraiment client qu'on a signé et qui nous a vraiment fait marrer, c'est Carambar. En fait, vous vous souvenez peut-être de cette opération qu'ils avaient fait où ils avaient dit on arrête les blagues. Alors là, ils étaient partout dans les JT, les machins, on arrête les blagues, c'est plus possible. Et en fait, le mec qui gérait le social media sur cette campagne était un copain à moi, que je connaissais d'une autre vie, rien à voir. Et il m'appelle 2 heures après le lancement de la campagne, il me dit j'ai fait une énorme connerie, j'ai pas du tout traqué la partie social media, je sais pas ce qui se passe. Je sais que les gens en parlent parce que moi je le vois dans mon flux perso tout le temps, mais en vrai j'ai aucune idée des volumes, des conversations qui sortent, qui en parle quoi. Aide-moi, parce que c'était un gros coup pour lui aussi, c'est une petite agence. Et donc ça a été notre premier client qu'on a équipé de la plateforme et ça lui a permis de suivre le truc, de pouvoir prendre la parole au milieu de tout ça en tant que Carambar. Donc voilà. Et après, donc ça c'était un peu le premier coup, on a pu dire, vous vous souvenez, l'immense OP que vous avez vu partout, c'est nous en fait qui est derrière, c'est notre techno. Et donc ça nous a permis de nous ouvrir pas mal de trucs après. Et on a travaillé avec des gens comme BNP Paribas, Sodebo, Alstom, l'Armée de Terre. On avait pas mal de belles références, on était assez contents. Ouais. Donc là, la croissance, vous c'est pareil, chez Ricas, vous lancez du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, traction Ce qui se passe très vite, il y a une grosse traction au niveau, si tu veux, communauté de dev autour de la plateforme, ça va assez vite. Donc ça, les gens jouent avec, c'est cool. Ouais, les gens jouent avec, c'est cool, on a plein de feedback, du coup on est là genre trop génial, ça monte. Et au bout d'un moment, je pense qu'il a fait quelque chose comme un peu moins d'1 an avant le début. On a plusieurs grosses boîtes qui commencent à s'intéresser de près et qui commencent à nous contacter, genre bon les gars, ça a l'air sympa votre truc, en quoi nous ça peut nous aider. Et là on est beaucoup dans des boîtes, tu sais, qui ont des pôles innovation qui sont assez énergiques quoi, qui sont prêts à tester des nouveaux trucs. Et les chatbots ça a l'air fancy, donc on se plonge un peu dedans quoi. Et du coup on commence à faire des petits projets, mais alors tu vois, le début, il faut se dire, nous on était vraiment positionnés comme on est une boîte à outils, on est une techno company quoi. On n'a pas un produit tout fini, genre je te le donne, tu l'installes, ça marche, youpi. Du coup tu tombes super vite dans un mode ok je vais t'aider, puis je vais même le faire avec toi, puis au final tu te dis attends je suis en train de faire quoi là, je suis en train de faire une agence concrètement. Et donc tu vois les premiers projets ça a fait ça. La crainte de te retrouver aspiré. Ouais. Exactement, et là tu dis ok non c'est pas ça que j'ai envie. Et donc petit à petit on a réussi à sortir de là, mais le début on est passé par là et mine de rien maintenant je me dis heureusement, parce qu'on n'aurait pas compris, enfin on a compris plein de trucs en faisant ça et c'était aussi le eat your own food quoi. Enfin genre on a construit une techno, on va l'utiliser, on va faire un projet avec un client puis on va voir comment ça se passe en vrai. Les premiers projets clients, autant te dire que tu imagines des trucs, ça se passe pas du tout comme tu l'imagines, genre tu te dis en 2 mois c'est bouclé, il va te payer à temps et tout machin, non. Ça dépasse les budgets, enfin bon bref. Mais ça c'est, je pense que c'est tout le monde comme ça. Non, et ouais, ça se passe bien. Les mecs ils signent quand on a prévu. Petit à petit, après, on arrive à un peu sortir de ce mode-là et on arrive justement, tu vois, à travailler avec des partenaires, avec des agences qui, eux, vont vraiment développer les projets avec les clients et nous, on va juste se positionner comme une techno, en éditeur logiciel, quoi, si tu veux. Et point. Et là, je pense les plus gros, les plus gros clients où nous, on était super contents d'avoir signé, c'était pas forcément les premiers, c'est un peu plus tard. C'était des... là, tu vois, on bosse vachement avec SFR et Bouygues en ce moment. Et ça, on est super contents parce qu'on sent qu'on a un putain d'impact et qu'on peut vraiment faire un truc avec eux. Et là, on est super contents, quoi. Des opérateurs téléphoniques, des gens dont le support chiale souvent, quoi. Voilà, exactement. La boîte continue son déploiement comme ça commence à gagner un peu d'argent. Et donc là, vous êtes sur un moment où, pour grossir, soit vous êtes, je pense, dans des situations similaires, soit vous levez,
soit il y a une synergie industrielle qui peut se trouver avec quelqu'un. Dans ton cas, Simon, qu'est-ce qui se passe vous demandez pour lever, vous commencez à avoir cette incentive, il y a de l'attraction, mais en même temps, l'attraction ne finance pas intégralement votre besoin pour la croissance. Ça finance pas un besoin pour la croissance, mais ça finançait la boîte. Ça finance la boîte, ouais. Mais de là à faire une croissance à 4 chiffres... On avait démarré la boîte genre avec 1000 balles et on n'a pas pris un euro à personne quoi, derrière. Donc vraiment c'était que le chiffre d'affaires qui nous faisait tout tourner quoi. Effectivement, alors ça se passe bien, on a des belles références, on passe de 2 à 5 en un an quoi, en gros, cette première année de vraie activité et se pose la question effectivement de la suite. Nous, en gros, on a effectivement lancé les 2 pistes, à la fois une levée et le rachat. Mais le rachat, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait imaginé nous en fait au départ. Pourquoi ? Parce que voilà, ça se passait bien, on pouvait complètement continuer comme ça sur cette lancée, on n'avait pas un besoin d'être acheté en fait. Et en fait, Julien, qui est le fondateur d'iAdvise, qui est lui aussi nantais, et en fait, c'est quelqu'un qui nous avait pas mal aidé dans la construction de notre boîte. C'est-à-dire, tu vois, qu'on était allé solliciter, qui nous avait filé pas mal de conseils, à la fois sur justement du pricing, de l'offre, ce genre de choses. Et en fait, au bout d'un an et demi, on le revoit pour faire un peu un update, genre nous on en est là, iAdvise ça en est où, et dans la discussion on se rend compte de synergie entre nos métiers qui n'était pas forcément évidente à la construction de la boîte quand on avait discuté avec lui, mais un an ou un an et demi après en fait on a des clients communs, des offres communes, etc. Puis dans l'évolution de ce métier-là aussi, voilà, exactement. Le marché s'est aussi structuré pendant cette époque-là. Et en fait, du coup, on se rend compte qu'il y a des vraies synergies parce que chez nos clients, il y en a, et parce que dans nos approches, il y en a. Et au départ, on a réfléchi à un partenariat technologique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait fournir des API à iAdvise pour certains de nos contenus soient dans leur plateforme, que soient traités chez eux, enfin bon, ce genre de choses. Donc on a commencé à bosser là-dessus et puis on s'est assez vite rendu compte qu'en fait on était une toute petite boîte et que pour atteindre le niveau de qualité technique, d'accompagnement et tout dont les clients d'iAdvise étaient en droit d'attendre, tu vois, alors, on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir le faire, pas avec ce niveau-là quoi. Donc on est revenu vers iAdvise en disant en fait, je pense qu'effectivement c'est un beau projet, il faut qu'on le fasse, mais si on le fait, il faut qu'on le fasse vraiment. Et il faut qu'on bosse vraiment ensemble et donc c'est nous qui avons à ce moment-là abordé le sujet d'un rapprochement. Mais c'est toi qui l'as proposé le sujet du rapprochement. Alors tous ceux qui connaissent Julien peuvent se dire si ça se trouve il l'avait quelque part dans sa tête quand on a eu ce premier rendez-vous et il nous a juste laissé y arriver, ce qui est possible, l'histoire le dira peut-être un jour, tu vois. Seul lui le sait. Ça m'étonnerait pas, mais en tout cas, c'est nous qui avons dit. Je vais essayer de choper Julien Hervouet si tu veux. On le met en toge et après, je lui fais mon cauchemar. Les Français veulent savoir Julien Hervouet. Peu importe, mais en tout cas, c'est nous qui avons évoqué l'idée en disant oui, il faut qu'on bosse ensemble, mais pas juste en branchant une API entre nos 2 produits, travaillons vraiment ensemble. Et après, donc effectivement, on s'est retrouvé avec une levée de fonds qui était très bien avancée parce que le rachat n'était pas fait, donc nous on continue à bosser cette piste et la proposition ferme de rachat sur la table. Et donc là, on s'est posé avec FG, on a discuté et en fait, c'est là où effectivement des fusions entre le marketing et la relation client chez nos clients. Nous, on travaille avec le marketing et iAdvise avec la relation client, mais la fusion chez nos clients est en train d'opérer. Des rapprochements chez beaucoup de nos concurrents. Tu vois, il y avait de la consolidation un peu sur notre marché et aussi, malgré tout, on avait un business qui était ultra dépendant des plateformes américaines, tu vois, des Facebook, des Twitter, etc., qui du jour au lendemain pouvaient très bien genre tout fermer et nous, on n'existait plus quoi. Et en fait, on s'est dit, quand on additionne tout ça, c'est probablement le bon moment pour effectivement aller plutôt faire un partenariat avec un industriel comme tu disais tout à l'heure, là iAdvise en l'occurrence, s'adosser à lui pour aller beaucoup plus vite, avoir un peu plus de sérénité, avoir une offre qui est aussi plus complète, pas uniquement que du social media et aller dans le sens de tout ce qu'on observait sur le marché. Donc au final, on a choisi cette option-là. Et je pense qu'on a vraiment très bien fait de faire ça quoi. On parlera de l'after après, donc vous continuez à grandir, vous continuez à grandir. Et là, du coup, se pose la question aussi de la croissance. Est-ce que les revenus de la boîte lui permettent de tenir ou il faut qu'on... Plus ou moins. En fait, si tu veux, on a quand même fait une levée de fonds après 9-10 mois, un truc comme ça. On a fait un site, quoi. C'était en plein pour lancer la croissance, si tu veux. Donc 2 ans après le démarrage, donc là, il y a 6 mois, un truc comme ça, on se disait, bon, en gros, si tu veux, on est arrivé à un moment où on se disait... On a une techno, on a un produit, on a des clients, cool. Mais maintenant, en effet, si tu veux scale, là, t'as besoin d'un coup de boost, quoi. Ça va pas se faire tout seul et oui, on peut continuer à vivre comme ça fera une belle boîte, mais en effet, ça va pas faire un truc de taré. Donc, je pense qu'on était un peu dans la même situation parce qu'on se disait très bien, plusieurs options. Et nous, notre option qu'on avait devant nous, c'était on va faire une série A et on va lever des fonds et on va scale et on va aller à l'international et patati patata.
Donc on est parti à fond là-dedans. Très vite, on s'est rendu compte que ça voulait dire, tu sais, ça veut dire plein de trucs, lever des fonds avec des fonds d'investissement, ça veut dire que tu as des boulets aux pieds. Hein. Concrètement, c'est un changement dans ta boîte. Et en fait, le rachat, pour nous aussi, c'était pas du tout le but. C'est juste qu'à un moment donné, en effet, tu dis, tu as plein d'options. Soit tu y arrives tout seul, tu scales, génial. Soit tu t'associes avec quelqu'un. Et c'est pile à ce moment-là qu'on rencontre SAP lors d'un voyage aux États-Unis. Et c'est pareil, c'est genre une discussion où tu te rends compte qu'en fait il y a un fit de ouf dans leur vision, dans notre vision de la conversation, l'automatisation de conversation, etc. Nous on était quand même très si c'est pas venu de nous, c'est venu d'eux. Mais attends, tu rencontres qui chez SAP? On rencontre, c'était dans le pôle innovation. Ouais, c'est énorme, c'est gigantesque. C'était plutôt dans la partie innovation. On est dans la partie innovation aujourd'hui chez SAP. On rencontre des gars qui sont côté machine learning et tout ça, dans le pôle innovation, qui sont super intéressés et qui nous avaient déjà, je pense, un petit peu repéré en avance, enfin qui regardaient le marché quoi, dans ces technos-là. Et c'est en discutant qu'on se rend compte qu'il y a une synergie, quoi. Enfin, il y a un truc génial et ça va super vite au final. Je pense que ça a mis peut-être 2-3 mois. Et c'est quoi, du coup, c'est des ingés machine learning et tout, qu'on contactait la partie M&A de SAP ou... Ouais, je sais pas exactement comment ça s'est fait en interne. Moi, je sais juste que nous, nos premiers contacts, c'était Pôle Innovation. Après, ils ont fait des trucs en interne et un jour, on reçoit une lettre, quoi. Alors, salut, on a une proposition de rachat. Donc là, proposition d'achat, et quelle discussion entre les associés? À ce moment-là, du coup... En fait, on savait très bien qu'on était dans cette période où tu te dis, bon, ça fait presque 3 ans que la boîte existait, ça faisait 2 ans et demi, quoi. On savait que soit on devenait leader sur notre marché tout seul, soit ça marchait pas, et c'était maintenant qu'il fallait faire un move, et il fallait choisir. Donc ça s'est fait super, enfin, on était très... ok, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de... Mais non, moi je veux pas, machin, enfin, tu vois. Peu de dilution de la boîte, donc en plus tous les founders prennent globalement bien. C'était genre... Ça paraissait comme une putain de super opportunité, quoi. Donc là, vous dites oui assez facilement, les founders s'entre-déchirent pas sur le il y a win. pas de... Ouais, voilà. On est tous super d'accord, on se dit très bien, on va essayer de faire ça bien et avancer bien. Et du coup, on passe tous les... Mais je pense que t'as vécu les mêmes genres de trucs, tu passes tous les legal trucs, avocats, machin, le truc qui te... C'est là où en fait, tout le monde est d'accord. Et tu mets les avocats dedans. Ouais, voilà. Et là je les critique pas à eux personnellement, hein, c'est pas le sujet, mais ça, en fait un truc, j'ai allez cool. Droit. Comment on fait? Ah c'est long, ah merde, tu vois, alors que tout le monde était d'accord quoi. Mais bon, ils sont là pour ça et heureusement, tu vois, ils bornent des trucs un peu quand même et tout, mais là ça a ralenti le truc quoi. Ça ralentit, ça fout un peu le bordel. Vous, beaucoup de temps légal? Parce que c'est quand même SAP, c'est quand même un peu ça a dû long. être T'es un peu genre, bon bah ok, on va discuter. Nous, on a un avocat de notre côté, tu vois, qui nous suit. Et puis t'arrives au meeting et bam, 10 avocats SAP en face. T'es là genre... tu vois le genre, quoi. C'est un peu long, surtout qu'en fait, tant que c'est pas signé, quoi. Enfin, à n'importe quel moment, ça peut encore être non. Ça veut dire que tu passes toute ton énergie là-dedans, mais ta boîte, faut encore que tu continues à la faire avancer, quoi. Ouais. T'es un peu schizo en fait pendant les 2-3 mois. Parce que tu sais pas. Donc tu dois jouer sur deux tableaux. Nous on a eu un truc pour parler de délai, tu vois, on avait eu une lettre d'intention signée, donc avec les conditions, c'est là-dessus qu'on s'était mis d'accord. Et sauf que sur la lettre d'intention, t'as une date max, tu vois, ça tient jusqu'à tel jour, quoi, tu vois. Ouais. Et sauf qu'à un moment donné, on a fini par la dépasser, la date de la lettre d'intention, tu vois, tellement la discussion au milieu avait été longue, mais pas nous, c'est-à-dire que nous on était d'accord, Julien était d'accord, et puis juste au milieu il y avait le légal. Et donc à un moment donné, j'appelle Julien, je dis en fait on est le lendemain de la date limite, il dit ouais en fait là potentiellement vous pouvez aller vous faire acheter par quelqu'un d'autre, là il n'y a plus de trucs un peu exclusifs et tout. Donc en fait il a fallu qu'on s'auto-rassure, nous en dehors des discussions un peu légales, pour dire en fait malgré le fait qu'on ait dépassé ces dates, t'inquiète pas, on est toujours tous onboardés dans le projet et on va quand même toujours y aller, tu vois. Donc je trouve que j'ai subi également ce genre de truc. Bon, nous on n'a pas fait le deal. Pour X raisons qu'on racontera un autre jour parce que l'histoire est hilarante et marrante et en plus j'ai appris plein de trucs, mais du coup tu tapes effectivement ce process et en fait pour expliquer aux gens comment ça se passe, donc au début tu discutes, les gens du business te disent c'est une bonne idée de se faire ce truc là et après ce qui se passe c'est que tu rentres dans ce qu'on appelle la négociation exclusive. En fait c'est un papier qui dit machin va vous acheter ou machin va faire un investissement stratégique chez vous, hein, parce que ça existe aussi dans ce cas là
Et donc, à partir de ce moment-là, on s'engage, nous, start-up, à pas aller négocier avec quelqu'un d'autre et ne pas parler du deal, et par contre travailler sur le deal. Et en fait, cette négociation exclusive, par exemple, elle est souvent rémunérée. Je sais pas si dans votre cas, c'était des clauses rémunérées, mais nous, c'était une négociation rémunérée, c'est-à-dire que parce qu'on tuait tous les autres deals qu'on avait sur le feu, ils nous rémunéraient parce qu'ils voulaient s'assurer qu'on soit concerné par ça et qu'on n'ait rien d'autre à faire que de faire ça. C'était vrai parce que du coup le management était globalement payé pour faire ça, quoi. C'était pas mal en fait comme modèle. Et après, donc là tu fais rentrer le légal, tu décides comment tu vas le faire et tout, et là tu fais le vrai contrat de vente, et là ça peut durer des mois, ça peut durer des semaines ou des mois, et là effectivement ça peut devenir compliqué, et là tu signes le deal final. Donc toi, signé il y a 3 mois, donc ça y est, tu as une adresse en SAP ? J'ai une adresse en SAP. T'as été au siège et tout ? Ouais, on a été, c'est à Waldorf en Allemagne. On y a été plusieurs fois, ouais, carrément. Et donc pour l'instant, ça se passe hyper bien, tout le monde est content. Pour l'instant, on est trop content, tout se passe bien. Il y a plein de choses qui changent, mais à la fois, il n'y a rien qui change. C'est ça qui est un peu marrant au final. On se disait, putain, on va avoir un changement du jour au lendemain, enfin, tu vois, un truc. Et en fait, au final, pas tant que ça. Et on est super contents. Ouais, vous avez pas changé de bureau Ouais, on a juste changé de bureau, mais ils sont tout aussi bien, on est trop contents. Vous êtes obligé de mettre des costumes maintenant pour aller au bureau ? Non. Et toi Simon, donc maintenant ça fait 4 ans et des bananes, 3 ans et demi. Ouais. Donc vous avez été racheté, Ouais. Bon, vous avez changé de bureau aussi. Ouais. Du coup vous avez emménagé chez eux. Ouais. Avant vous étiez une bande de geeks dans un bureau, Ouais. Là vous êtes arrivé, vous êtes Il y arrivé dans une avait boîte qui était plus quoi, vous 5 étiez geeks, 20 mais fois il y plus avait grand. 70 geeks dans un plus grand bureau, tu vois. Non, en vrai... Mais vous n'êtes pas resté une unité Non. bringer, vous avez Non, été... ouais. Mais je blague en disant, en fait on a juste été 70 geeks dans un bureau, dans ce process, on parlait beaucoup du légal et tout, mais en fait, avant la signature, il y a aussi quelque chose qu'on a vraiment beaucoup cherché à valider, c'est le fit culturel entre nos équipes. Parce que nous, on arrivait pour accompagner un changement un peu stratégique chez iAdvice qui sortait du pur site web et uniquement le site web pour s'ouvrir aussi à d'autres canaux et pouvoir accompagner les clients sur des projets plus variés, quoi. Donc il fallait que ce changement, qui allait être un changement important annoncé à toutes les équipes, soit incarné par des gens avec qui ça fitait en fait dans l'organisation, quoi, tu vois. Donc en fait on a passé beaucoup de temps à valider ça en fait aussi. Et donc quand on est arrivé, déjà alors, on a été présenté à la boîte lors d'un séminaire iAdvice à Andorre, donc dans la joie et la bonne humeur et un peu à l'américaine avec de la musique et tout, enfin c'était génial. Donc combien d'hélicos il n'y en avait pas eu ce séminaire-là. Il n'y en avait pas eu ce séminaire-là. En gros, voilà, on a été vraiment l'annonce à la boîte a été faite aussi de façon à ce que après notre arrivée se passe vraiment dans de très bonnes conditions dans le côté opérationnel. Et donc après, oui, on n'est pas resté une entité à part. On a vraiment été mélangé au reste des équipes. Donc l'équipe produit tech en fait chez iAdvice, quoi, avec pour mission de fusionner une partie de la plateforme que nous on avait créée dans iAdvice, quoi. Et donc pendant 1 an et demi, on a travaillé là-dessus. Alors on travaillait toujours ensemble, mais il y a d'autres gens qui nous ont rejoints et on faisait partie d'une plus grande équipe, si tu veux. Donc on n'était pas que entre nous. Et puis après, au bout d'1 an et demi, quand cette mission-là elle était achevée, on est tous partis dans l'organisation sur des projets différents. Donc c'est là où en fait vraiment on n'était plus même dans la même équipe produit, en fait, si tu veux, quoi. Et maintenant, ça fait quelques années, donc toi tu es toujours chez iAdvice ? Ouais. Tu fais quoi comme job chez iAdvice maintenant ? Alors aujourd'hui, maintenant, je suis Product Marketing Manager. Donc j'ai été 3 ans Product Manager en fait chez iAdvice après le rachat, justement d'abord pour gérer la fusion des plateformes et après sur d'autres parties de la solution. Et depuis quelques mois là maintenant, je suis sur le Product Marketing. Donc ce qui est en gros, pour schématiser, c'est j'aide les Product Managers à construire leur roadmap en les alimentant en insight marché, en veille concurrentielle, en analyse des besoins clients, ce genre de choses. Et après j'aide les Product Managers à déployer leurs produits sur le marché. Et donc ça passe par de l'anticipation de beaucoup de choses que tu dois faire quand tu lances une nouvelle fonctionnalité, un nouveau produit. Et ça passe aussi par beaucoup d'évangélisation auprès des autres équipes en interne, voire auprès du marché un peu à l'extérieur, tu vois. Et donc moi je travaille sur tous ces sujets-là. Toi t'as pris ce rôle-là et les autres ? On en a 2 qui sont partis pour des projets de vie. Attends, ça fait 4 ans aussi, enfin tu vois, genre 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi, c'est exactement ça. Personne ne s'est barré au bout de 4 mois. Non. Tout le monde est resté un moment. Non. Et d'ailleurs, alors tiens, je peux le dire, on n'avait pas de clause nous obligeant de rester longtemps, donc c'est ce qui est plutôt rare, donc je le dis aussi. Donc c'était pour montrer qu'en fait le boulot de valider la confiance, le fit culturel, la vision, on a envie d'aller dans la même direction, fait qu'en fait techniquement le lendemain de notre arrivée on pouvait repartir sans perdre d'argent ou quoi que ce soit, tu vois.
Mais c'est pas le cas du tout, effectivement. On est tous restés au moins 2 ans et demi. Quoi, du coup, on n'en a pas parlé, mais dans un rachat de boîte, en général, on met ce qu'on appelle un earn-out. C'est-à-dire que vous êtes racheté, on dit que vous êtes racheté 30 millions, mais en fait, c'est pas nécessairement exactement ce qui se passe. D'ailleurs, vous êtes racheté 5 millions au démarrage, et après, s'il y a un certain nombre de choses, donc ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs d'intégration, ça peut être du temps, ça peut être juste du temps, se produisent, vous gagnez le reste de la somme. Donc en général, les conditions d'earn-out sont extrêmement secrètes, c'est pour ça que je vais pas te demander ce que vous avez comme earn-out. Non, j'ai pas l'air de répondre. Ça a été la clé de la négociation chez vous, c'est la clé de la négociation dans chaque deal. Mais vous, du coup, vous n'aviez pas d'earn-out, c'était full in et basta. Ouais, quoi. Donc ouais, en fait, la grande majorité, la moitié est restée 2 ans et demi, je dirais. Et puis donc il y en a 2 à être partis, voilà, pour des raisons de j'ai juste envie de changer, un autre projet, etc. Enfin, vraiment, la vie est longue. Voilà, exactement. Et donc on est encore 2 dans l'équipe aujourd'hui. Faut une équipe de 5 de toute façon. Oui. Et voilà, il y a quelqu'un qui au moment du rachat, lui est parti dans une autre direction. What's next du coup pour toi? Donc on était 25 juste avant le rachat et aujourd'hui on est 50 en tout si tu veux dans l'équipe parce qu'il y a une deuxième équipe qui était aussi dans le pôle innovation et qui sont à Palo Alto, qu'on a mergé en fait. Donc là on a reconstitué une grosse équipe pour continuer le produit. Donc concrètement en fait ça change rien à notre produit, à notre communauté de dev, à nos clients, etc. Parce qu'on continue à faire la même chose, c'est juste qu'on va essayer de l'intégrer plus vite et plus facilement à tous les produits SAP qui existent sur le marché pour mettre de l'automatisation de conversation dans chaque produit SAP quoi. Mais du coup c'est ça qui nous plaisait aussi, c'est qu'en fait on continuait à développer notre produit concrètement. Prochaine étape, moi en fait on voit ça un peu comme on a fait la moitié de l'aventure là, on a créé un truc, c'est cool. Deuxième moitié de l'aventure, maintenant il faut que ce truc soit partout, dans tous les produits SAP et voire plus, et ça tient qu'à nous là. Donc c'est vraiment deuxième étape quoi. Je trouve que c'est intéressant parce que moi quand on a fait l'annonce du rachat de la boîte, en fait j'ai reçu plein de mails et c'est encore le cas 3 ans après où les gens me disent ça va, t'es pas trop triste? Non, pourquoi? Je sais pas, t'avais monté ta boîte, t'étais ton propre patron, tu vas te retrouver dans une plus grosse boîte aujourd'hui et en fait tu vois quand tu parles, il y avait une première partie de l'aventure et une deuxième partie de l'aventure, en fait ça c'est clé et tu vois ça m'a tellement surpris ces questions là à l'époque que j'ai vachement réfléchi à ça et je me suis dit en fait la clé pour que ça se passe bien c'est aussi la raison de pourquoi est-ce que t'as monté ta boîte au départ quoi. Ouais. Et les gens qui montent leur boîte parce qu'ils veulent être le patron, et c'est une très belle raison de le faire. Et du coup, j'imagine qu'un rachat, il le vit un peu moins bien, tu vois. Ou en tout cas, il ne faut pas qu'il reste dans l'orga avec un, voire plusieurs niveaux de hiérarchie au-dessus d'eux, quoi, tu vois, après ça. Moi, c'était pas le cas. Moi, je montais une boîte parce que justement, j'avais identifié un point sur lequel je pensais pouvoir apporter une solution. Et en fait, en arrivant chez Advice, je me suis juste dit, le même point, je vais pouvoir continuer à bosser dessus, mais avec beaucoup plus de moyens, à l'échelle européenne, des levées de fonds qui sont arrivées après, donc une très grosse accélération rapide, et sans jamais tordre notre vision, sans qu'on nous torde le bras pour exécuter les trucs, tu vois. Donc la clé, je pense, de la réussite d'un projet comme ça, de rachat, c'est la raison à la base de pourquoi tu as créé une boîte. Et si ta raison pour créer une boîte c'était parce que tu voulais gagner beaucoup d'argent, un rachat ça peut être une très belle solution. Tu vas pas être triste du coup à ce moment-là non plus. Tu vois, et pourtant, tu seras pas ton propre patron. Si tu voulais résoudre un problème, ça serait peut-être une bonne façon de le faire. Si tu voulais être ton propre patron, te faire racheter, tu le vivras peut-être moins bien, tu vois aussi. Mais vraiment, j'avais reçu beaucoup d'emails genre comment tu le vis, hyper bien en fait. Mais la clé c'est pourquoi tu as créé ta boîte. Ouais. Ouais, et donc en fait ce que vous nous racontez là sur le rachat, c'est qu'en fait c'est un moment où on trouve une bonne synergie et ça s'aligne. Ouais. Mais en fait vous avez jamais créé des boîtes pour les revendre. Non, c'est pas un truc peut-être qu'il y a des gens peut-être que dans tes stratégies c'est quelque chose que tu évalues day one, mais nous c'était pas le cas du tout quoi. Nous on a créé un accélérateur qui s'appelle MyAmateur, donc c'est supporté et pas seulement financé, hein. Il y a un vrai support des services et tout par Nantes, Saint-Nazaire, maintenant également la région Pays de la Loire. Et c'est un accélérateur qu'on a dédié uniquement aux doers, c'est-à-dire des techs, des designers, enfin surtout pas des gens qui peuvent construire des trucs avec leurs 10 doigts, avec une préférence pour de la deep tech, c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est du doctorant, du post-doctorant, des gens qui veulent faire des technologies compliquées, et par contre en technologie on est vachement open. Là on a une des boîtes qu'on incube, ça c'est fait pour faire de la gambasse bio d'élevage en bassin. Donc on va faire la gambasse nantaise, tu vois, genre. On a des technologies compliquées. C'est un programme qui a été fait pour être intense, c'est-à-dire qu'on met les gens 4 mois dans un lieu. La première année, c'est une caserne, donc tu vis,
tu bosses sur place, t'as des mentors, on te nourrit et tu payes rien. C'est full gratuit, on prend pas de part, enfin on n'est pas là pour... on est le public, on est des gens gentils quoi. Et donc on fait ça, l'année d'après tu reviens, c'est un programme de durée sur 3 ans. Tu reviens l'année d'après pendant 1 mois en mode workshop à Saint-Nazaire et en fait on a derrière une 3e année où les gens viennent réapprendre à ceux aux premières années et redonner du feedback. D'abord vous, ça vous inspire quoi ce programme? Est-ce que c'est un programme qui vous intéresse? Vous trouvez que ça remplit un trou dans la raquette? Qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire? Je trouve que c'est intéressant au moins parce que c'est un modèle un peu alternatif par rapport à toutes les structures d'accompagnement qu'on connaît et qui se ressemblent souvent et j'ai parfois moi du mal à lire la valeur ajoutée d'un accélérateur par rapport à un autre et je trouve qu'au moins là le côté genre c'est gratuit, c'est uniquement bienveillant et on te met vraiment dans des bonnes conditions pour que tu y arrives, c'est-à-dire que tu es hébergé, nourri, tu dois être focus sur ton boulot pendant 4 mois, ça je trouve qu'à minima tu vois, ça a de la valeur quoi. Et c'est une discussion que j'ai souvent, tu vois, avec des gens qui peuvent venir me demander alors je vais peut-être rentrer dans tel accélérateur, tel programme d'accompagnement. Je dis bah oui mais pourquoi, qu'est-ce qui t'apporte? Et en fait ils ont souvent un peu de mal à répondre à cette question quoi finalement, tu vois, à part quelques noms en France qu'on connaît bien, voire à l'étranger, tu vois, mais finalement je trouve que la majorité des programmes d'incubation ou d'accélération se ressemblent, tu vois. Et je trouve que bah voilà, au moins c'est une approche différente qui répond je pense aussi à un mindset de la cible que vous avez, tu vois, que c'est des gens hyper focus qui ont envie de tout donner pour tester et puis ça marche pas tant pis on passe à autre chose et je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce sens là quoi. Moi ce que j'aime bien là dans ce que tu racontes c'est le côté c'est gratuit, tu viens, c'est bienveillant mais après tu redonnes un peu de ce qu'on t'a donné au prochain. Et ça, c'est super kiffant. Moi, tu vois, 42, ça me fait un peu penser à ça aussi. Genre, on t'a donné quelque chose à un moment donné, on t'a poussé, on t'a botté le cul et tout ça. Donc, t'as appris plein de trucs, on t'a fait grandir. Et maintenant, on vient redonner un peu de ça à ceux qui arrivent, quoi. Ça, c'est super fort. Enfin, c'est super important, je pense. Donc, ouais, ça, c'est vachement bien. Le côté, on va prendre que des doers, ça vous plaît? C'est un truc que je trouve bizarre en France. Il y a beaucoup de boîtes qui sont montées par des gens qui ne sont pas des doers. C'est important, mais t'as besoin de mix, t'as besoin des deux. Enfin, dans ta boîte, tu vois ce que je veux dire? Je suis carrément d'accord il faut peut-être pousser un peu plus ces doers, etc. à y aller quoi, à se lancer. Mais t'as besoin quand même d'un mix quelque part. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait pas de mix, hein. Notamment la première chose qu'on leur apprend c'est à faire du commerce. mais avec une vision très tech, tu vois. Ouais, carrément. Je trouve que c'est important sur le leading. Ouais. Vous auriez un conseil en latin à donner à nos jeunes? J'en ai un dont je suis très fier. C'est post hoc ergo propter hoc. Ce qui signifie c'est en vrai, c'est une référence à sans doute ma série télé préférée qui s'appelle The West Wing. C'est une série géniale d'Aaron Sorkin, le mec qui a écrit The Social Network et qui se passe à la Maison Blanche, dans un monde parallèle à la Maison Blanche de George Bush, tu vois. Et c'est le titre d'un des épisodes et voilà, je sais même plus exactement ce que ça veut dire, mais tu nous avais demandé de préparer une phrase en latin, donc ça sera celle-ci. Voilà. Jasmine? J'en sais rien, alors je vais te pondre un truc. Il n'y a pas de dialecte latin sur icas.ai quoi. Non, carrément, c'est vrai. Ok, Doxit tout. Mais toi, t'as fait latin en fait. Putain, et ouais, donc là, t'es en train de faire latin. tourner, genre putain, la grammaire du truc et tout. Ouais, moi j'ai juste appris un truc par cœur que j'ai retrouvé sur Google, moi, tu vois. Enfin, en gros, fais ton truc et vas-y, parce qu'il y a que toi qui va faire en sorte que tu vas y arriver. Il y a personne qui va te botter le cul à part toi-même. Voilà, désolé. Hein, personne ne va te botus les culus. Voilà. Sur ce serait un grand plaisir si vous aviez le temps dans l'été de passer à Maillat, que ce soit à la caserne à Nantes ou aux abeilles à Saint-Nazaire. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous me pinguez. Ce sera avec plaisir, on vous offrira de la mauvaise bière et des saucisses de basse qualité, rapport au budget. C'est bien vendu, on viendra. Et on aura nos jeunes en recherche qui seront là. Merci beaucoup en tout cas d'être venus. Merci à toi. Merci Profitez à à toi. fond du Web Today. Numéro 10. Complètement. Numéro 10. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Salut. Salut. On parle souvent de la création, on parle moins souvent de la fin de l'exécution d'une entreprise quand elle se vend.
Cet épisode était fait pour ouvrir sur ces choses-là, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce bleu pour le dire et surtout abonnez-vous à la chaîne car la semaine prochaine on pose cette grande question: comment construire une troupe ?